Bonsoir et bienvenue dans les rendez-vous de l'info. Ce soir, samedi, comme chaque semaine, nous allons parler de l'actualité à Mayotte. Que s'est-il passé durant toute cette semaine? Je vous propose d'aller le découvrir en compagnie de mon invité qui m'attend juste à côté. Je viens de retrouver mon invité, il s'agit de Dahalani Saïd Ahmed qui est architecte. Bonjour Dahalani. Bonjour. Alors nous sommes ici avec vous à Cavani, très exactement où? Stade de Cavani, donc à Mamoudzou bien sûr, Cavani Mamoudzou. Et avec vous on va parler de l'actualité à Mayotte, ce qui s'est passé cette semaine dans notre île. Alors on va commencer par cette visite du Premier ministre Manuel Valls à Mayotte qui a quand même provoqué certaines réactions dans les différents camps politiques. On regarde notamment celles qui sont venues s'exprimer chez nous dans ce reportage. Un discours rempli de promesses, des documents stratégiques comme base de travail dont on retiendra 4 axes principaux. Sauf que s'agissant de la principale préoccupation des Mahorais, à savoir l'insécurité, rien de bien réjouissant. Ainsi, en refusant de faire de Mayotte tout entière une zone de sécurité prioritaire, le chef du gouvernement en a déçu plus d'un, même s'il a indiqué qu'une demande en faveur d'une commune ne serait pas exclue. Or, la commune du chef-lieu s'est déjà portée candidate et jusqu'à maintenant, aucune réponse ne lui a été apportée. Nous l'avons demandé, nous avons pris une motion au conseil municipal. Le sénateur maire à l'époque l'a défendu au Sénat. Rien n'a été fait. Le ministre de l'Intérieur, Cazeneuve, était venu à la mairie de Mamoudzou. Il a fait son discours là-bas. Majani, le maire actuel, lui a dit que nous avons besoin de ce dispositif qui comptait à la fois des moyens sécuritaires, mais aussi des moyens pour, en tout cas, soutenir les jeunes. Rien n'a été apporté comme réponse et on vient ici aujourd'hui, on dit on se satisfait de ça. Pourtant, des mesures ont bel et bien été annoncées dans le maigre chapitre composant le volet sécuritaire, avec notamment l'arrivée en août prochain de 16 gendarmes, puis de 44 agents de la police aux frontières prévus à partir du mois de septembre. Sauf que là encore, difficile de convaincre les Mahorais que cela suffira à assurer leur sécurité, ce que n'a pas manqué de souligner le capitaine Chamassi. La vraie violence, je ne dirais pas que dans les autres coins, ça n'existe pas, mais c'est surtout au niveau de la capitale, à Mamoudzou. Tout ce qui se passe, c'est au niveau de la commune de Mamoudzou, parce qu'on a beaucoup plus des gens qui arrivent ici toute la journée, qui repartent le soir. Donc la vraie délinquance, je dirais, on la gère au quotidien au niveau de Mamoudzou. Et là, nous n'avons pas les effectifs qu'il faut. Il faudra qu'on arrête déjà de parler de quotas au niveau de Paris. Ce qui se passe souvent, c'est quoi? Pour pouvoir nous envoyer des effectifs, il faut prendre en compte donc la population officielle qui existe sur le territoire ou bien sur la commune. Et nous savons très bien que nous avons des quartiers un peu partout qui fleurissent tous les jours et nous sommes obligés d'intervenir parce que quand on nous appelle, il faudra intervenir dans ces quartiers-là. Et là, ça augmente quand même, si vous voulez, ça nécessite un peu plus d'effectifs et des matériels, je dirais des véhicules adaptés. Une situation difficile à laquelle il faut ajouter la grave crise sociale qui touche l'ensemble des secteurs d'activité, banques, télécommunications ou encore BTP, des mouvements qui ont tous eu pour dénominateur commun l'application des conventions collectives. Mais là encore, les déclarations faites par le Premier ministre sur ces questions ne font pas l'unanimité. Une ribambelle de grèves qui frappe le territoire. On nous parle aujourd'hui de la grève de Total. Il y a tout le secteur du BTP qui est en mal-vivre. Ouais. Donc, vous voyez bien que les problèmes demandent des solutions immédiates. Bon, j'entends que les premières réponses seront à partir de 2018. Cela peut être confortable pour ceux qui sont à Paris et qui reviendront peut-être dans 3 ou 4 ans. Mais pour ceux qui vivent Mayotte au quotidien, ceux qui subissent les cambriolages, ceux qui se font agresser, ceux qui n'ont pas d'emploi, ceux qui veulent rester à Mayotte mais qui finalement ne s'y retrouvent pas, eh ben, ils demandent que les solutions soient immédiates. Il est vrai que la critique est facile, mais du côté des détracteurs, les arguments ne manquent pas. Contrat de projet État-région, Mayotte 2025, des documents qui restent néanmoins incomplets au regard des besoins réels des Mahorais et dont l'application effective n'est en rien garantie, du moins tant qu'ils ne feront pas figure de loi. Alors reste à espérer que les paroles prononcées samedi dernier vaudront promesses tenues. Alors, de part et d'autre, les commentaires ne sont pas faits attendre, comme on l'a vu dans ce reportage. Vous, réellement, quel a été votre sentiment après la visite du Premier ministre Dahalani? C'est très important. C'est un homme politique, d'abord, qui est non seulement un homme politique, mais c'est un ministre du gouvernement actuel. Donc, c'est pour maintenir les liens entre la France et Mayotte, il est impératif que des hommes politiques en représentant du gouvernement passent voir
ce qui se passe dans les départements français. En particulier ici à Mayotte, dont c'est le dernier département qui a été le 101e. 101e. Donc c'est impératif que le gouvernement envoie des gens pour voir, discuter avec les élus de ce département. Mais seulement, il ne faut pas que moi j'ai constaté que les revendications qui ont été émises sont des revendications ponctuelles. C'est-à-dire du côté des élus mahorais? Du côté des élus mahorais. Or, je pense qu'ils tous les élus mahorais, ils savent que le ministre allait venir, donc il fallait qu'ils préparent un document ou un cahier de charge pour les revendications et les mener à bien. En l'occurrence, ce document Mayotte de 2025 a été préparé sur notre territoire par des acteurs locaux et en fait, ça a été validé par le Premier ministre et le gouvernement. Oui, mais quand on valide un document, c'est pas comme quand un ministre arrive, tout le monde veut parler. Et chacun veut dire ce qu'il pense, qu'il a des problèmes, au lieu que ce sont des choses qui étaient déjà dites ou écrites sur le cahier des charges. Donc on passe à droite, à gauche, on parle de tout sans vraiment approfondir le sujet principal, ce qui est un peu dommage. Donc pour vous, la critique n'a pas été réellement constructive? Constructive, voilà. La critique n'a pas été constructive parce que c'est un pays en voie de développement, en fait, exactement, Mayotte, et normalement les élus devaient être vraiment conscients et choisir les objectifs qui font que Mayotte va se développer. Et non pas un point, ceci à droite, à gauche, mais il faut qu'on voit les axes, on analyse, on fait une programmation pour 5 ans, d'ici 5 ans, qu'est-ce qu'on va avoir, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut réellement canaliser pour que d'ici 5 ans, les objectifs qu'on a émis ou qu'on a fait... 2025, c'est trop loin pour vous. C'est trop loin, 2000. Mais il faut, un pays comme Mayotte, il faut aller de 5 à 5 ans. Et ne pas de 10 ans de plus, mais il faut avoir au moins un programme de 5 ans. D'ici 5 ans, qu'est-ce qu'on veut, que ce soit scolaire, que ce soit sur la sécurité, que ce soit sur le développement, même sur l'urbanisme. Voilà, il y a pas mal de choses prioritaires qu'on devait les canaliser, les mettre en relief pour les 5 ans à venir. Et non pas dans 20 ans, parce que les générations vont changer, le gouvernement va changer, mais au bout de 5 ans, on est capable de défendre un projet jusqu'au bout. Alors quand on parle de l'insécurité, vous en avez parlé justement, on a vu que les élus également de ce côté-là n'étaient pas vraiment satisfaits. Et vous, de votre côté, est-ce que vous trouvez que les mesures annoncées sont suffisantes pour Mayotte, Dalani? Jamais, par un point de vue sécurité, quelles que soient les mesures qu'on prenne, on ne pourra jamais éliminer la délinquance ou les problèmes. Mais, en tout cas, faire en sorte qu'il n'y ait pas un handicap pour les Mahorais. Voilà. Mais quand on voit, il y a aussi un problème aussi de caractéristiques dans des quartiers, comme dit, quartiers chauds. Mais pourquoi aujourd'hui un jeune, quand il est arrêté pour des raisons X, on le lâche? Ça, c'est très difficile. Nous, on était tous victimes, on est tous victimes de vols, des agressions. Et puis, on vous connaît la plupart. La police connaît la plupart de ces jeunes du quartier. Et au bout de 2 jours ou 3 jours de garde de vue, et puis on les lâche. Bon, voilà un des problèmes. Pourquoi on les laisse partir? Pourquoi on ne les suit pas encore? Voilà, c'est pas parce qu'il y a... je ne sais pas, on appelle la police qui connaît, ou il va l'arrêter, que le lendemain le laisse. Même des jeunes qui disent, oh, vous appelez la police, qu'est-ce qu'ils peuvent me faire? Ils se sentent vraiment invincibles avec cette impunité qui plane sur leur tête. Donc maintenant, on va parler, Dalani, si vous le voulez bien, d'un autre sujet, la grève à Total. Une grève qui a été évitée de justesse, mais qui, avant même d'avoir commencé, a provoqué de nombreux désagréments sur les routes de Mayotte, notamment aux abords des stations-service. On regarde ce reportage. Depuis vendredi et l'annonce du préavis de grève chez Total, la peur de ne plus pouvoir se déplacer ronge les esprits des habitants du 101e département. En 2011, la grève du groupe Total avait duré 11 jours, mais aujourd'hui le parc automobile a été démultiplié et les conséquences d'un blocage des pompes risquent d'être bien plus importantes. La menace d'une île à l'arrêt ne réjouit personne et pour de nombreuses voix qui s'élèvent, comme celle de cet automobiliste qui attend depuis 3 heures du matin, la situation de monopole du groupe Total prend la population en otage. C'est inadmissible. Il n'y a pas de concurrence, ils font ce qu'ils ont envie de faire, donc ils nous prennent tous en otage. Donc on vient... il y a un monopole, ils font ce qu'ils veulent.
Donc on est là, on est pris en otage, on est obligé de venir. Donc on n'a pas le choix. Donc ça serait bien qu'il y ait un peu de concurrence d'autres personnes, comme ça ça nous éviterait d'être pris en otage à chaque fois. Total, il y a une grève, on est bloqué. Après ça, c'est pas bien. Maintenant, ça c'est des mépris. C'est-à-dire, on est en otage, Camille. Pour d'autres, les problèmes sont bien plus profonds que le simple monopole du groupe Total. Le malaise social est grave et les grèves qui se succèdent n'en sont que l'arbre qui cache la forêt. Les Mahorais veulent être comme les Réunionnais, veulent être comme les Français. Mais ils ne se rendent pas compte que la Réunion, il a mis combien de temps pour être ce qu'elle est aujourd'hui. La France, n'en parlons plus. Nous voulons être comme les Réunionnais, nous voulons être comme les Cécile. Mais pourquoi? Il faut se demander pourquoi. Donc aujourd'hui, tout le monde subit. Nous, on est là, on est des Mahorais, mais on se demande comment on va devenir demain. Tous les jours des grèves, déjà l'économie s'arrête, les gens ne peuvent pas avancer. Pour aller au boulot, on traîne des grèves, des embouteillages, il y a tout quoi. Mayotte avance au ralenti et pire encore, chaque jour les problèmes qui pullulent dans le département jaillissent en plein visage de ceux qui bien souvent n'y sont pour rien. Alors, à qui la faute? Il faut que les élus s'assoient autour de table, les élus et les notables, tout le monde se discute entre eux pour trouver des solutions. Parce qu'on laisse mettre comme ça aujourd'hui, on te vole, les voleurs, on les lâche, on ne dit rien. Il y a des grèves, on ne dit rien, on laisse tout passer parce qu'on est dans un pays de droit. Ce n'est pas un pays de droit, un pays à problème. On est dépassé par les événements, on n'a pas de niveau non plus. On n'a pas de niveau. On est tous des responsables. Que chacun prend sa responsabilité pour résoudre ces problèmes-là. Sinon, on continue à s'enfoncer tous les jours. Alors l'avenir de Mayotte, je ne crois pas à l'avenir de Mayotte. Il n'y a pas d'avenir, il n'y a rien du tout. Le ras-le-bol semble de plus en plus généralisé. Dès demain, la grève totale guette et effraie tous ceux qui en seront injustement prisonniers une énième fois. Des kilomètres de file d'attente d'Alani, vous avez été à la pompe vous également? Non, je n'étais pas, mais j'ai vu. Non, le problème ici, c'est que quand il y a la grève, ou bien souvent les gens ont peur, non pas, même si c'est fondé, qu'il y ait une grève, mais le fait que tout le monde se précipite comme si Total allait fermer pour toujours. On a vu quand même en 2011 ces 11 jours de grève avec cette pénurie de carburant. Les Mahorais, je pense que de ce côté-là, ne veulent plus se retrouver dans cette situation. Donc peut-être à leur charge... Mais tout organisme a droit de faire grève. Par exemple, si Total a fait grève, c'est qu'il a des raisons. Et donc il veut améliorer. Mais quand j'ai entendu parler de concurrence, ce n'est pas la concurrence, c'est l'organisation qui doit être faite d'une façon correcte. Et puis nous, les usagers, on ne doit pas aussi s'affoler. Quand même, on n'est pas dans un pays où on roule à 10 km, des kilomètres. Tout le monde peut aller... Tu as pas besoin de la sérénité à tout prix. À tout prix, voilà. Mais voilà, on peut la grève, on peut aller prendre l'essence, mais il ne peut pas faire peur que 2 jours de manque d'essence, ce n'est pas la fin du monde. Mais bon, c'est vrai que le fait d'aller chercher l'essence a encore accumulé les embouteillages. Or, si on avait laissé la voiture pour 2 jours, on pourrait quand même régulariser et faire croire qu'on n'est pas tellement, on n'a pas peur. Voilà. Mais ce qui se passe, c'est que dans le reportage, on parle beaucoup de prise d'otage et il a été également question d'économie parce qu'aujourd'hui, si on a des problèmes de carburant, la voiture ne peut plus aller chercher les marchandises, ne peut plus, les entreprises auront du mal à travailler. C'est l'économie tout entière de Mayotte qui va quand même être frappée. Oui, mais toute grève entraîne des difficultés économiques et sociales. Quand on voit les TGV, quand on voit les avions, quand on voit Air France, c'est exactement... Il y a toujours, les usagers sont pénalisés. Mais ces organismes aussi ont droit aussi à manifester leur mécontentement ou à montrer qu'ils ont des problèmes de travail, qu'ils ne sont pas liés aux conditions de travail. Voilà, donc ils sont obligés ils n'ont pas d'autre moyen que ça. Et nous, les usagers, sont les premières victimes, bien sûr, mais il faut bien les comprendre, que aussi ce sont des gens comme nous, qui veulent aussi qui veulent faire des revendications pour obtenir le bien-être, comme tout le monde. Voilà.
Alors on va continuer, Dalani, avec un autre sujet, les commerçants ambulants. Vous en avez sûrement croisé aux abords de Mamoudzou, depuis la barge jusqu'à l'amphidrome. On les voit souvent avec leurs marchandises en train de courir et de se faire courser, surtout par les policiers municipaux. Alors on regarde ce reportage d'Alani, on en reparle juste après. Entre les policiers municipaux et les vendeurs à la sauvette, rien ne va plus. Le balai de commerçants ambulants au centre de Mamoudzou ne cesse d'augmenter. La situation se tend puisque ce matin encore, la police municipale a dû procéder à l'arrestation de 2 vendeurs et à la confiscation d'un camion contenant des oignons. Ces vendeurs ambulants africains ont donc envie de s'exprimer car ils estiment que malgré la pratique du commerce illégal, ils jurent d'acheter leurs produits à des commerçants légaux. Ces marchandises, il y en a d'autres ici, là, ces marchandises. Et il peut te contacter pour que vous travaillez. Bon, peut-être quelqu'un qui peut avoir 10 sacs, il dit que non. J'ai mes 10 sacs là, bon, chez moi il n'y a pas de clients. Comme ici à Mamoudzou, c'est un millier, il y a beaucoup de circulation. C'est là où que le marchandise se vend rapidement. Et c'est là où que nous voyons que c'est un grand marché ici à côté. Il y a des milliers commercialisés. C'est pour cela qu'on vient pour essayer de travailler. Bon, les personnes qui vendent des marchandises légalement, ils savent cela, mais ce n'est pas à lui de me dire que tu ne peux pas acheter mes marchandises parce que tu n'as pas le droit de travailler. Et lui, il fait son commerce. Dans le commerce, il y a aussi les risques. La lutte contre l'insalubrité est le cheval de bataille de la municipalité actuelle. Ainsi, tous les matins, il s'assure que le parvis du comité soit libéré du trafic de la vente illégale. Mais certains vendeurs moins commodes que d'autres haussent vite la voix. Et malgré des heures de dialogue, ils retrouvent souvent les mêmes vendeurs sur la place. Des mères et pères de famille qui ne cessent d'expliquer qu'ils sont obligés de vendre des marchandises pour régler leurs factures et leurs loyers. Basi zouvira serikalini la douane waujua suzini pia uvira makontenezo pia uvira vale vavo ujua shtuizo uja lazima ziangale basi nekazo wingi nekazi singia zisiuzwa havi zouzwa vani bazari kavudu kata moja vani uza fliperizini zouzwa pia bazari vani serikali isirenga marke yahe watu wasije wasiuzwa tena wasirengewa tena zo ula wabushini stuizo pia ula wabushini shirungu ula wabushini zo wingia vani hata pa isemenini kama uva container kama ntaru stoingia vani zovira vale ulivyo la douane kila kitu ulivyo watu walio hunu kawasina hazi container za vavo lazima wazungue shitu waje wauze wapare shitu sona. Demandeur d'asile, ce vendeur qui témoigne à visage caché est l'exemple type d'une partie des ressortissants étrangers résidant à Mayotte. Ne pouvant exercer un métier au vu de leur situation administrative, ils travaillent de manière illégale. Un fonctionnement qui est bien rodé, car après tout, si la majorité des ressortissants étrangers ne sont pas en règle sur le territoire, ils louent des chambres, paient des charges et estiment participer à l'économie mahoraise. Une économie en grande partie parallèle, mais à qui profite-t-elle? L'enquête mérite d'être menée. Des commerçants en situation irrégulière, mais qui admettent, qui reconnaissent acheter leurs marchandises à des commerçants qui sont en situation régulière. C'est quand même un cas particulier ou quelque chose que on a l'impression que tout le monde le sait, mais personne n'en parle. Sur ce problème, je pense que dans tous les pays du monde, il y a toujours ceux qui vendent dans des coins comme pareil. Mais il y a les commerçants derrière. Parce que la plupart des gens qui amènent des conteneurs, par exemple des oignons, pour venir vendre ou donner à des gens de vendre des cartons d'oignons, des litchis ou autres, par exemple. Mais je pense qu'il fallait organiser un endroit spécial pour ces gens de vente en demandant à tout le monde de participer, même le minimum. Pas une patente telle que comme dans les grands marchés, mais le minimum pour que ça soit organisé de façon à laisser ces gens-là aussi à vendre leurs biens. Parce que ce n'est pas celui qui vend les gâteaux, les bananes qu'on va faire courir pour partir. On sait que dans les endroits où le public passe, dans la base, il y aura toujours des gens qui vont vendre les bonbons, les cacahuètes, les bananes, les oranges. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas eux que je demande qu'on les poursuive, mais c'est les autres qui amènent des cartons ou des sacs d'oignons pour venir les vendre à côté. Mais il faut avoir un endroit spécial qu'on peut demander à ces gens-là de contribuer, ne serait-ce
minimum pour montrer que toute activité doit être payante et permettre aussi les gens à travailler. Alors aujourd'hui, quand vous parlez de permettre à ces personnes de travailler, il est vrai que la plupart d'entre eux ne peuvent pas le faire administrativement parlant. On leur interdit l'accès au travail, à l'emploi. Et on parle également des commerçants, des petits commerçants qui, eux, payent des patentes. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, il va y avoir un espèce de conflit entre ces différents commerçants? Mais justement, il y aura toujours des conflits, hein, mais seulement le problème, pour résoudre au moins ce problème-là, il fallait trouver un endroit qu'on peut mettre ces gens-là et qui les permettent de vendre leurs produits. Parce que moi, je vois, par exemple, quand on voit les gens qui vendent des poissons, aujourd'hui, on les fait pour aller à 10 mètres, ça ne change rien. Donc, s'ils avaient un endroit spécial pour qu'ils puissent aller s'installer et payer, parce que la plupart, il y en a qui ont des papiers, ce n'est pas tous des clandestins. Il y a certains des Mahorais qui n'ont pas les moyens d'avoir des boutiques et qui vendent les petits vêtements, les vêtements ou les petites chaussures ou des choses comme ça. Donc, il faut que ces gens-là aussi, ils aient un endroit qu'on peut le permettre, parce que tout le monde ne peut pas les vendre, avoir une place locale à vendre. Donc, les vendre, et ça anime aussi pour une ville. Dans toutes les villes du monde, il y a toujours un quartier populaire, qu'on peut dire, et ça fait partie de la vie sociale d'une ville. Alors on va parler de social, on va continuer avec la thématique du Ramadan, le Ramadan qui va être entamé cette semaine. Alors on a vu souvent pendant cette période les magasins, les institutions, les commerces ouvrent plus tôt ou ferment plus tôt. On va voir comment ça se passe avec ce commerçant. Manroufou Irshad travaille depuis plusieurs années à Badri Shop. Passionné par la vente et l'accueil des clients, il se prépare à entamer le mois de Ramadan avec sérénité. Entre leur patron et eux, une relation de confiance et d'amitié s'est instaurée. On a une certaine relation patron et employé, quoi. On se comprend à demi-mot. Les musulmans vont à la mosquée, prier le soir, suivre le Ramadan dans la journée. Donc, il faut être compréhensif au niveau de la fatigue, de la journée, et tout ça. Donc tout est lié aussi. Chaque année, le magasin ferme plus tôt pendant la période du Ramadan, 16h30 au lieu de 17h. Pour la seule femme salariée, le patron la laisse partir dès 16h, car contrairement aux hommes, elle doit participer à la préparation du foutourou, le repas qui rompt le jeûne. Le patron est musulman et accompagne ses salariés dans ce mois de Ramadan. Ramadan, ça va passer bien. Les Ramadans, on va ranger les heures. À 16h30, on part. Oui, c'est comme ça. Avec le patron, on va ranger, on suit les clients, tout ça. C'est comme ça on fait. Toute l'année, on fait comme ça. Période de Ramadan, on ferme à partir de 16h déjà. On commence à fermer pour prendre la bargito parce que nous, on habite en petite aire avec le patron aussi. Et tout passera bien parce que, comme d'habitude, le mois de Ramadan s'organise et chez nous ici, tout le temps, on est à la solde, pas seulement le mois de Ramadan. Dans la majorité des structures, entreprises ou autres, l'aménagement des horaires pendant le Ramadan n'est pas un obstacle. Cela se fait simplement dans le respect des us et coutumes de chacun. Ainsi, pour les femmes qui travaillent, beaucoup d'entre elles s'arrangent avec leurs enfants ou d'autres femmes de la maison qui préparent le repas destiné à rompre le jeûne le temps qu'elles rentrent du travail. Si toutes les entreprises ne peuvent pas forcément se permettre d'aménager leurs horaires, Mayotte reste aujourd'hui le seul territoire de France où cette considération du mois sacré est admise et respectée. C'est ici que s'achève cette première partie des rendez-vous de l'info. On se retrouve juste après la pub. Nous sommes de retour dans la deuxième partie des rendez-vous de l'info. Je suis toujours avec mon invité Daalani Saïd Ahmed, architecte. Et nous sommes toujours à Cavani, au stade de Cavani, pour parler de l'actualité.
N'est-ce pas? Oui. Alors, Dalani, des horaires aménagés pendant le ramadan pour permettre à tout le monde de se consacrer aux jeûnes correctement, dans un état d'esprit convivial. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, tout d'abord, je tire l'attention parce que le mois du ramadan, c'est le mois de charité, au mois d'aide, au mois de rendre de faire du bien en particulier. Et souvent, je tire l'attention aux commerçants. Parce qu'aux commerçants, ils ont tendance à augmenter les surenchères, les prix. Or, c'est vraiment, sur le plan islamique, c'est un péché. Parce que c'est une période où on devait donner beaucoup plus, aider les gens qui n'ont pas de moyens. Plus charitable. Or, les commerçants profitent parce qu'il y a une activité qu'on ne peut pas nier, que ce soit commercial, que ce soit alimentaire, mais les gens, les commerçants en particulier, je m'excuse d'en parler, mais c'est une réalité que je vois au Comores, je vois à La Réunion, je vois ici à Mayotte, que pendant la période du Ramadan, les gens augmentent les prix surtout les produits alimentaires. Et on va Parce qu'ils savent que quoi qu'il en soit, ils vont être consommés. Oui, ils vont être consommés. Et même là encore, demain sur le Ramadan ou après-demain, on va voir on va dire qu'il manque ceci, manque cela pour profiter de vendre. Alors que maintenant, il y a les oignons, il y a les ignames, les majimbi, comme on peut dire. Il y a tellement gogo. Mais demain, dès que le Ramadan arrive, on va les faire disparaître pour faire vendre plus cher. Ou les bananes, pareil. On va créer le besoin, en fait. Et ça, c'est pas bien pour l'islam. Pour le Ramadan, au contraire, on devait être donner beaucoup plus, facilité à ceux qui n'ont pas. C'est justement pour montrer que c'est un mois de charité, un mois de convivialité, un mois vraiment de paix et de partage, surtout et de prière. Voilà. Alors Dalani, comment ça se passe vous pendant le Ramadan? Vous travaillez plus, vous travaillez moins? Comment vous vous organisez pour pouvoir passer le mois de Ramadan en toute sérénité? Moi, en tant que libéral, j'étais en France, j'étais étudiant, j'ai toujours fait le Ramadan. Ça ne m'a jamais empêché de faire quoi que ce soit. J'organise tel que, je sais qu'à une période, à partir de 15h ou 17h, après la prière de l'Ansur, il faut que je m'organise pour aller dans les darassa, s'il y a des darassa, ou le soir, faire la prière. Donc le travail que je faisais le soir en tant que libéral, je ne le fais plus. Parce que le soir, je fais beaucoup plus, je sacrifie pour le Ramadan. Je lis le Coran, j'écoute les darassa, comme on dit, ou dans la radio ou à la télé, les maïs, comme on dit en consacré entièrement à ce mois sacré. Oui. Tous les soirs, là, au lieu, je sacrifie ça pour le Ramadan, heureusement. Et on a la chance d'être en vie pendant le mois de Ramadan. Alors nous allons continuer avec ce sujet réjouissant, un concours Talent Mahorais, des jeunes entrepreneurs qui ont été récompensés pour leur travail et ça fait plaisir. On regarde ce reportage. Faire avancer Mayotte en osant, en créant des entreprises nouvelles, cela mérite bien une récompense. Et c'est bien tout l'intérêt du concours Talent Mahorais qui, pour la 9e édition, a une nouvelle fois permis de mettre en valeur ceux qui font bouger notre île. Alors, concours talent, c'est une valorisation en fait de vraiment ce qu'ont fait ces personnes, c'est tout le travail qu'elles ont fait pour créer leur entreprise. Et là, ça permet une valorisation et puis une mise en valeur de ce qui est entrepris à Mayotte. Parce qu'il y a plein d'idées nouvelles qui ne sont pas connues et il y a des gens qui mettent beaucoup d'énergie dans leurs projets avec leurs idées. Ils sont accompagnés par des structures. En effet, nous accompagnons, nous finançons les structures pour les accompagner. Elles sont diverses et donc ce concours talent permet aussi de mettre en évidence un peu ce qui est fait dans l'accompagnement. Accompagner vers la réussite des jeunes créateurs d'entreprises, une donnée indispensable au développement économique de Mayotte. En ce sens, le trophée représente une vitrine et un tremplin pour chaque lauréat. Pour moi, le concours talent, ce qui présente beaucoup, c'est le fait que ça va permettre justement d'être connu. Et c'est déjà une publicité qu'on va dire gratuite. Et le fait justement de participer au concours talent, c'est une expérience. Ce trophée, déjà, ça me permet de me confirmer encore une fois. Ça permet de me confirmer et de m'encourager et d'encourager ceux qui ont le même projet ou les mêmes idées que moi à aller à l'avant et se dire pourquoi pas eux. Pourquoi pas eux? Car pour arriver à ses fins et réussir, il n'y a pas de secret. Courage, volonté, détermination et travail
sont des vertus indispensables pour gagner ce concours. Les nouveaux et les anciens vainqueurs sont conscients qu'ils sont désormais des exemples à suivre et des possibles créateurs d'emplois. À Mayotte, nous avons beaucoup de jeunes qui sont au chômage et je me bats beaucoup pour ça. Je vais essayer de faire ce que je peux. À l'heure d'aujourd'hui, je suis bien content et bien fier que j'en ai 26 et en 6 ans et j'espère pouvoir encore mieux faire les années qui viennent. J'ai pu donner envie à une jeune de Mayotte qui va partir dans le même centre de formation où j'ai été formé. Et par la suite, peut-être qu'à son retour, on va travailler ensemble. Donner de l'espoir à la jeunesse mahoraise en leur prouvant que tout est possible. Certes, Mayotte accumule du retard et rien n'est simple pour réussir sur le 101e département. Mais ne pas y croire, c'est à coup sûr risquer d'échouer. Mayotte, c'est spécial. Mais c'est normal, c'est jeune, c'est nouveau. Nous n'avons pas tous les éléments comme les autres. La Réunion, Martinique, Guadeloupe, ils ont 20 ans, 30 ans d'avance que nous. Du coup, il faut juste se dire que voilà, c'est difficile que eux, mais c'est normal parce que nous n'avons pas encore tous les acquis qu'ils ont aujourd'hui. C'est à nous de nous battre et de le mettre en place. En nous mettant ensemble avec le même esprit, on peut que réussir et arriver. Un discours positif pour un exemple de réussite. Le directeur de MAP a en effet gagné ce concours régional en 2011 avant de remporter le prix au niveau national. Un concours qui s'étend d'ailleurs sur tout le territoire français avec un verdict prévu en septembre pour les lauréats régionaux. Alors bonne chance à tous les représentants mahorais et que la victoire les accompagne. Différentes catégories, différents lauréats qui tous sont repartis avec des dotations et puis surtout la reconnaissance de la communauté. Dalani, qu'est-ce que vous en pensez? Pour tout concours, c'est une bonne chose parce qu'un concours, c'est un choix des meilleurs. Et ça, c'est très important. Mais il faut que ceux qui organisent ces genres de concours, qu'ils aient aussi un suivi. Pour que, par exemple, les jeunes qui ont obtenu des diplômes puissent aussi manifester et poursuivre le projet jusqu'au bout. Ce n'est pas en 24 heures qu'on vient, on passe un concours, on a un lauréat, ça fait plaisir, d'accord, mais il faut qu'il y ait une suite pour faire développer l'économie de Mayotte, pour faire développer des entreprises. C'est des initiatives de ce genre qu'il faut vraiment les encourager. Il faut les organisateurs doivent encore suivre l'évolution de ces jeunes qui ont pu montrer leur capacité, leur talent de développement ou de choisir ou de créer. Et ça, c'est très important. Mais il faut qu'il y ait un suivi, une suite, parce que si on les abandonne dans la nature, 24 heures après, tout va se passer comme s'ils n'ont rien fait. Alors vous qui êtes dans la profession libérale, comment ça se passe ces jeunes? Qu'est-ce que vous aurez comme conseil notamment à leur apporter pour pouvoir pérenniser leur activité? Parce que c'est quand même une aventure dans laquelle on se lance, l'entrepreneuriat. Oui, je peux conseiller que ces jeunes qui ont des talents, il ne faut pas aussi se précipiter à se montrer déjà comme ils sont des professionnels. Il y a pas mal de gens professionnels, ils peuvent demander des conseils, écouter surtout et voir les exemples de ceux qui travaillent dans leur domaine pour apprécier, pour apprendre. Parce que souvent, la plupart des jeunes qui viennent, ils ont l'impression parce qu'ils ont des diplômes, ou ils ont un doctorat, ou ils ont ceci, cela, ils se croient déjà au-dessus des anciens qui étaient là, qui ont une expérience. Savoir apprendre des autres pour mieux avancer. Même si on a, quel que soit un doctorat de je ne sais pas quoi, de combien d'années, mais le problème c'est d'apprendre sur le terrain et d'être attentif à la société où l'on vit. Pour que demain, vous preniez le relais et vous allez apprendre aussi aux jeunes qui vont venir après vous. Donc c'est une question de patience. Patience et surtout, et de comprendre, d'apprendre, d'essayer d'apprendre, apprendre et demander. N'hésitez pas à demander conseil, c'est très important. C'est une belle leçon d'humilité que vous leur donnez là, Dalani. C'est une belle leçon d'humilité. Ah oui, nous sommes tous passés par là. Nous, on a beau avoir des diplômes, mais si vous n'allez pas apprendre chez quelqu'un qui a une expérience, ça ne sert à rien ces diplômes. Ça ne sert à rien. Il faut une expérience auprès des gens qui ont déjà une expérience profonde.
Alors Dalani, autre sujet dont nous allons parler, c'est cette bagarre qui a éclaté samedi dernier en marge de la course de pneus. Des jeunes qui se sont affrontés et encore une fois, ça a fini dans un bain de sang. On regarde ce reportage. Les policiers ont reçu bien sûr des cailloux venant des jeunes dont les parents étaient ici et ça c'est inadmissible, on ne peut pas accepter cela. À partir de là, malheureusement, les policiers n'avaient pas d'autre choix, on ne va pas se laisser quand même, agresser. Il a fallu utiliser du gaz lacrymogène pour pouvoir donc dégager et nous permettre nous-mêmes de mettre en sécurité l'ensemble des élèves. Actuellement, ils sont tous à l'intérieur de l'établissement. Nous espérions qu'à partir de là, il n'y aura plus de soucis. La police nationale est intervenue tôt ce matin devant le collège de Ngombani. Un quadrillage impressionnant était déployé, des images qui reflètent la réalité du 101e département. La violence est omniprésente aux abords des établissements scolaires. La mairie venue sur place pour rencontrer les parents semble déterminée à trouver une issue à cette spirale de violence qui ne cesse de faire de plus en plus de victimes. Mais sans l'implication des parents, les services de la mairie disent être impuissants. Ça fait partie de la commune de Mamoudzou et pour qu'on puisse trouver une solution à ce que ces conflits cessent, Ngombani et Cavani. Et comment vous allez vous y prendre? On va réunir les parents ici au collège de Ngombani et de Cavani afin que les parents exposent leurs difficultés pour qu'on puisse travailler ensemble dans ce sens-là pour trouver une solution. Les mouvements de violence semblaient s'être apaisés ces derniers temps entre jeunes de Cavani et Ngombani, mais les rancœurs sont profonds et trop importants pour que le dialogue puisse reprendre entre ces bandes rivales. Les motifs sont souvent dérisoires mais mènent à de véritables drames. Samedi, durant la course de pneus, 2 jeunes ont été poignardés. Aujourd'hui, les parents d'élèves des 2 quartiers ne comptent plus garder les bras croisés et souhaitent faire entendre leur mécontentement. Tongoni mazaya nziro na wasi wa mama ilazimu ripare solution wa mama rihime hasonti ritanganyike ne serikali rujendo gorto ifanya na mafundi ya kwamba kula suku kapara semeni kamba kavasi nkondro ya Ngombani na Cavani au Ngombani na Kaweni mashaka ya mengi. Le temps semble s'être arrêté dans les quartiers de Ngombani et Cavani. Conflits, bagarres et agressions sont devenus le seul langage qui fasse loi. Et pas sûr que les 16 nouveaux gendarmes annoncés par Manuel Valls soient suffisants pour enrayer cette spirale infernale. Des affrontements entre jeunes de quartier, de Mamoudzou, des jeunes qui aujourd'hui n'ont comme langage, comme autre langage que la violence. Ça devient une problématique, une vraie problématique ici à Mayotte, Dalani. Ouais, ça c'est toujours, ça entre dans le cadre de la sécurité. Mais avant tout, on parle de la fête, la course de pneus. Il fallait aussi quand même, sur la course de pneus, faire hommage à celui qui a organisé en premier. Parce que je connais, ça devient comme on appelle une fête, presque une fête de Maroc. Une pratique, mais il y a des gens qui ont été là au départ, qui ont organisé. Quant aux jeunes qui font, bon, ce sont des gens qu'on ne peut pas les empêcher, hein, mais il faut les surveiller. Parce que les bagarres entre Mamoudzou ou Cavani et tout ça, c'est des problèmes qui existent dans le quartier. C'est pas parce qu'il y avait la fête, c'est une occasion qu'ils ont profité avec la foule, mais c'est toujours on revient au problème de sécurité. Quant à la fête, moi j'ai beaucoup apprécié. Il y a tout le monde qui participe, les jeunes, les grandes personnes. Et surtout, moi je rends hommage à la personne qui a organisé en premier. Nous y reviendrons tout à l'heure dans le prochain reportage d'Alani. Alors pour revenir sur ces jeunes, on a vu les parents d'élèves qui en ont assez également de leur côté de voir leurs enfants se faire frapper, de voir leurs enfants mêlés dans des histoires abracadabresques avec ces violences qu'on ne comprend pas. On ne voit pas forcément d'où ça vient. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous, en tant qu'adulte, qu'est-ce que vous auriez à dire à ces jeunes pour que tout cela cesse, Dalani? Bon, on ne peut pas dire à un jeune de cesser de se bagarrer. Ça, c'est pas possible. Mais seulement nous, en tant que parents, nous devons aussi prendre nos responsabilités. Quand on voit dans certains quartiers, on voit des jeunes laissés à l'abandon du matin au soir, ou bien même quand il y a un jeune qui se bagarre avec un autre, que les parents qui les voient ne disent rien parce qu'ils ont peur de l'État, ils ont peur d'être arrêtés, ou ils ont peur que l'enfant va dénoncer, ou va les accuser. Donc il y a tout un problème social actuel concernant l'éducation des jeunes. Parce qu'un enfant, vous pouvez lui dire
peut-être que ce que vous voulez, mais il ne pourra jamais s'arrêter parce que vous dites de s'arrêter. Mais nous, les parents, nous devons aussi avoir la possibilité d'imposer, ou même à l'égard de l'État, parce que si on frappe un enfant qui a mal fait, qui a fait quelque chose de mal, on va vous mettre en prison, on va vous dire, vous n'avez pas le droit de frapper. Donc d'un côté, on blâme les parents, mais de l'autre, on ne les laisse pas faire le nécessaire. On ne les laisse pas faire. Comment voulez-vous qu'un parent qui voit un enfant qui fait des bêtises, qui n'ose même pas lui en parler parce qu'il a peur de la justice, il a peur d'être poursuivi. Ou bien quand on voit un enfant qui voit, qu'est-ce que vous voulez qu'on fait? Nous, en tant que parents, on va le dénoncer. La police va venir, va le prendre en 24 heures et puis le relâcher. L'enfant va m'en vouloir pour toute la vie. Donc je trouve qu'il y a, et c'est un problème social qu'on devait tout le monde avoir les bras ouverts pour essayer de discuter concrètement, que ce soit un débat national sur ce problème, sur ce fléau, parce que ce n'est pas un problème, c'est un fléau. C'est un fléau pour l'avenir de Mayotte. Alors, tout cela étant dit, on va parler maintenant de cette fameuse fête à laquelle vous avez l'air de tenir, Dalani, la course de pneus, la 32e à Mayotte, un événement qui n'existe que chez nous à Mayotte ici, nulle part ailleurs dans le monde. On regarde ce reportage. La petite Nasra terminera cette journée avec des rêves plein la tête. Au-delà d'un bon d'achat City Sport de 150 €, la jeune fille est fière et satisfaite d'avoir gagné en présence de tout son entourage. Une fierté partagée par le jeune Hassan de Kawini, le grand gagnant chez les jeunes garçons. Dans la course adulte, les équipes des mamas, des gros pneus, des filles et enfin des hommes mixtes se sont affrontés sans merci. De 14 h à 18 h, les personnes venues assister à l'événement ont pu assister à un grand spectacle. Pour les habitués, comme les nouveaux coureurs, cette course atypique est ancrée dans la culture mahoraise, possède des vertus rassembleuses. Un événement super, des conditions optimales, un public qui nous accompagne à fond. Et voilà, super expérience. Très dépaysant pour moi, c'est la première. Donc très satisfait, très content. Nous, notre objectif, c'était d'arriver ensemble. Voilà. C'était pas forcément d'arriver dans les premiers. Angaldia, la mairie, les différents partenaires et les dizaines de jeunes bénévoles mobilisés ont fait de la course de pneus un moment agréable à vivre en famille. Pour clôturer cette fête, plusieurs prestations de danse et de chant ont été présentées au public, comme le prouve la célèbre danse du Shigoma. De la graine de champions, donc les lauréats, les vainqueurs de cette course de pneus sont ravis, et puis le public également, sachant que les ministres, donc le Premier ministre Manuel Valls et ministre de l'Outre-mer et la ministre de l'Éducation nationale ont assisté à cette course. Vous, qu'est-ce que ça vous inspire de voir toute cette ferveur autour de la course de pneus d'Alani? Moi, j'ai apprécié beaucoup en tant que moi, je photographie le mouvement, je photographie tout événement, et surtout, j'ai pensé à la personne qui a organisé en premier à Mayotte. Jacques Pass. Il a perdu son enfant, je crois, à l'époque. Et ça me fait triste. Mais c'était quelqu'un vraiment qui a fait quelque chose qui reste. Parce que ça devient une fête presque nationale. On ne voit qu'à Mayotte. Et ça fait, quand on voit le monde qui participe, que ce soit les jeunes ou les grands, et le monde qui vient voir, ça devient, il faut saluer, il faut apprécier, il faut aussi mettre aussi des personnes à surveiller pour ne pas avoir ce qui s'est passé, que des incidents graves. C'est dommage que des jeunes se battent à s'entretuer pour des jeux, qu'on aimait être là pour tout le monde, pour apprécier, pour participer. Et vraiment, je trouve que c'est une bonne chose. Nous, qui s'intéressent à photographier, à filmer. Tout le monde, j'ai vu, j'ai beaucoup apprécié. Vous avez déjà participé, vous, à une de ces courses? Oui, non, j'ai pas couru, mais j'étais en tant qu'obstacle pour voir, pour filmer, pour photographier. Et j'ai vu que tout le monde avait les photos, les appareils, mettait avec les portables, tout le monde apprécie. Et ça, c'est un bon souvenir. Alors, Dalani, vous parliez de photos, vous avez votre appareil photo à votre cou. Alors, c'est l'une de vos passions, j'imagine, en dehors de votre activité d'architecte. Parlez-en-nous. Bon, pour la photo, c'est mon père qui m'a initié déjà quand j'étais petit, parce qu'il m'avait toujours acheté des appareils photo.
Et je ne m'ai jamais manqué d'avoir un appareil photo. Même dans mon domaine, ça fait partie, à l'architecture, on fait. Mais j'apprécie la photo, je photographie tout ce qui me paraît, tout ce que je vois. Et même, la dernière fois, je fais une exposition du patrimoine architectural au Comores, dont c'est moi-même qui ai fait les photos des monuments anciens qui sont abandonnés, que j'aurais bien aimé qu'on les mette en valeur. Et sans photo, on ne peut pas expliquer correctement, parce qu'avec la photo, c'est un complément quelque part de votre activité. C'est complément. Dans la photo, on voit autre chose que ce qu'on regarde quand on passe. Moi, je vois des éléments de détail que maintenant, les anciens ont bien fait, nous ont laissé, mais nous passons sans vraiment observer. On regarde peut-être, mais on n'observe pas. Et c'est dommage. Mais alors, avec la photo, ça laisse un souvenir pour ceux qui viendront aussi. Heureusement, pour en parler, pour regarder, pour avoir des archives. Alors, dans votre activité d'architecte ici à Mayotte, comment ça se passe? Quel est votre cheval de bataille? Est-ce que vous militez plus pour une architecture traditionnelle? Vous êtes plus axé sur le moderne? Comment ça se passe, vos clients, avec les gens avec qui vous travaillez? Comment vous organisez dans votre activité au quotidien d'Alani? Tout d'abord, moi j'ai construit pas mal des écoles avec mes confrères, certains de mes confrères. Dieu merci, j'ai fait des maisons de jeunes, j'ai fait aussi des cas particuliers, mais j'aurais bien aimé faire aux clients, j'explique aux clients que quand on veut construire une maison pour soi, ce n'est pas de copier sur l'autre. Il faut qu'on sache ce qu'on veut faire avec les moyens qu'on a. Parce que tout le monde dit sur part, moi je vais prendre de l'argent à la banque, je vais faire des prêts. Mais si c'est une maison abordable, d'accord, mais vous n'allez pas faire un château pour aller demander avec un salaire minimum pour avoir des prêts pour que la banque vous donne de l'argent pour construire. Voilà. Donc au-delà de l'activité même, vous conseillez les gens, vous les orientez vers ce qu'il y a de meilleur pour eux notamment également. Oui. C'est le rôle de l'architecte, c'est pas faire des plans, c'est juste se conseiller le client, l'aider à réaliser. Parce que ici, quand un client qui vient vous demander de vous faire, il veut faire construire, mais vous lui dites, par exemple, vous lui demandez combien vous en avez, on va commencer à construire. Bon, et puis on verra. Bon, comment voulez-vous faire un plan correspondant au goût de la personne? Alors profitez, parlez à vos clients, expliquez-leur clairement. Voilà. Donc ce qu'on veut faire, parce que il ne faut pas oublier que maintenant, les gens qui veulent construire, ils doivent penser aux impôts. Bien sûr. Aux impôts, parce que les impôts vont en fonction des surfaces du bâtiment. Mais il ne faut pas se lancer parce qu'on veut construire pour louer, fait tout. Mais il faut aussi penser aux impôts locaux, aux impôts fonciers aussi. Et souvent, moi, quand je vois un client qui arrive avec un terrain domanial, parce que son père ou sa mère ou sa grand-mère habitait là, et qui veut encore construire, alors que la loi ne lui permet pas de faire des choses qu'il ne peut pas donner à héritage à ses enfants. Alors Dalani, quel a été votre plus beau projet? Quel projet vous a le plus plu à réaliser, architecturalement parlant? Bon, moi, pour moi, le plus beau projet, c'est quand j'arrive à construire, projeter un bâtiment scolaire et que je vois les enfants arriver à apprendre. Pour moi, ça me fait grand plaisir. Quelquefois, je passe après pour photographier, pour filmer, voir les enfants jouer dans la cour de mon école que j'ai construite. Ça, c'est l'aboutissement en fait, de votre travail. Bon, j'ai construit des mosquées, j'ai construit des maisons, j'ai travaillé à La Réunion, j'ai travaillé en France, j'ai travaillé au Comores, d'archipel. Mais mon plus beau, le rêve que j'ai, c'est de construire quelque chose et voir les gens, les usagers, l'utiliser avec plaisir. En particulier les écoles, pour l'avenir de Mayotte en particulier. Merci beaucoup Dalani, merci à vous de nous suivre chaque semaine, chaque fin de semaine, samedi et dimanche. C'est ici que s'achève cette émission. Bonne soirée à vous sur KTV, on se retrouve demain avec un autre invité.